Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je vais me présenter très brièvement. Je suis Gladys Mignon, chroniqueuse au sein d'Africa Radio et aussi au sein de mon propre concept Web TV pour Instant Beauté. Depuis quelques jours, vous avez pu voir à travers mes publications de toutes les actions que j'ai pu mener de manière à pouvoir sensibiliser, à partager autour de cette thématique, l'Octobre Rose, sur cette lutte contre le cancer du sein. Et toujours dans cette lancée et dans cette continuité, j'ai le plaisir de recevoir alors Jessica Dosso qui est avec nous, qui va nous parler de son expérience, qui va nous partager ce qu'elle a vécu. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas sous ce format d'interview live que vous pouvez retrouver sur mes autres plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook et bien d'autres. Et ben vous aurez le récit de Jessica. En tout cas, bonjour Jessica. Bonjour. Dans quel état d'esprit tu es là? Là, ça va. Je suis bien. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien dans ma peau. Donc là, pour l'instant, ça va. Parfait. En tout cas, Jessica, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci je à sais toi. que ça reste un sujet qui est en soi délicat. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu. Et en tout cas, on est vraiment ensemble. Merci. Alors déjà, on va commencer du coup par la première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Jessica Louemba Dosso. Je suis maman, je suis épouse, je suis également entrepreneuse. J'ai plusieurs sociétés à mon actif, dont une société de formation. Je suis également salariée au sein de l'administration française. Je suis donc multifacette, je suis une femme très dynamique. J'aime avoir plusieurs cordes à mon arc, aller au bout de ce qui me tient énormément à cœur, dont les associations auxquelles je m'occupe. Donc, je suis membre du bureau de l'association Aube Denguélé et je suis présidente de l'association Français à part entière qui se bat pour combattre les clichés au sein des médias, de la politique et de tout l'environnement français. Donc voilà, en gros, pour me décrire en quelques mots. Mais c'est génial parce que je me rends compte que nous, les femmes, surtout en 2022, les femmes, elles osent, elles entreprennent, elles sont multicasquettes, elles sont... Enfin, je dis, c'est mon côté féministe, on est extraordinaire, vraiment. Oui, on est très combative. En fait, c'est vrai qu'on a aussi été élevés comme ça. Quand on arrivait, nos mamans nous montraient qu'il fallait pas rester sur nos lauriers. Moi, j'ai été élevée comme ça en tant que combative. Non, tu es l'aînée. En plus, je suis l'aînée. Donc, alors, il faut que tu montres l'exemple. Il faut que tu sois limite une guerrière. Il faut pas t'abattre. Non, il faut que tu sois toujours la tête haute. Tes ancêtres sont battus pour qu'aujourd'hui, tu sois là, tu es la tête haute. Tu ne peux pas te permettre de rester en arrière. Dès que j'avais des coups bas, ma mère, elle dit « Ah non, fonce, te laisse pas impressionner, vas-y. » Et du coup, je suis restée avec cet esprit combatif, à toujours me battre, à toujours avoir cet esprit de guerrière, de jamais rester là à pleurnicher. Non. Faut toujours cet esprit de non, faut aller de l'avant, Ouais. Toujours cet esprit-là, en fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai cet esprit de combativité. C'est génial parce que on se retrouve sur certains points. Moi aussi, je suis aînée d'une famille et c'est vrai qu'on a cette culture de non, faut pas lâcher, il faut que tu montres l'exemple. Donc, en montrant l'exemple, tu dois faire preuve de résilience, de combativité, comme tu dis, pour pouvoir arriver jusqu'au bout, pour arriver à atteindre cet objectif et être le modèle de ceux qui nous suivent derrière. Voilà. Alors, on va parler de combativité et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Dis-moi aujourd'hui, comment tu as su, comment ça s'est passé quand on t'a annoncé que tu étais atteinte du cancer du sein? Alors, pour ma part, j'ai eu le cancer du col de l'utérus. J'ai pas eu le cancer du sein, mais ça a été un cheminement de plusieurs petits détails.
j'avais commencé, la toute première fois, j'avais commencé à avoir, j'ai eu une hémorragie chez moi, toute seule. Donc, il y a eu énormément de sang partout. J'avais une douleur atroce. Je rampais par terre et la douleur m'a fait m'évanouir. Donc, j'étais comme ça. Je me suis réveillée vers 4 heures. Donc, sans plus de douleur. Et je me suis levée, j'ai nettoyé, je me suis lavée et je suis allée au travail. Arrivée au travail, j'ai expliqué à ma collègue ce qui me suis arrivé, mais non. Normal, quoi, oui, ce qui me suis arrivé hier et tout. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup. Hein, c'est Odette, une collègue. Franchement, je crois qu'Odette m'a sauvé la vie, mine de rien. Et elle m'a regardée comme ça. Elle me regardait. Je lui expliquais ce qui m'est arrivé la nuit. Elle me regarde. Elle me dit, non, mais t'es sérieuse? J'ai dit, oui. Elle me dit, non, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut aller aux urgences, faire des examens, tu sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Ah non, je te laisse pas. Elle m'a même pas le temps de dire oui, ni non. Elle a pris son téléphone, elle a appelé son gynéco, qui s'avérait être un professeur d'université en gynécologie. Et elle lui a expliqué ce qui lui est arrivé. Et j'ai eu le rendez-vous le soir même à 19h. Donc, je me suis rendue au gynéco à 19h. Et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et je lui ai dit que voilà, j'ai eu quelques douleurs et tout. Et quand j'ai expliqué ça à mon gynéco, le gynéco me disait que c'était une MST. Je lui ai dit, j'ai pas été chercher plus loin. Moi, le gynéco, c'est ce qu'il me disait. Et il m'a dit, c'est bizarre et tout. Moi, je vais vous examiner et je vous dirai si j'acquiesce le diagnostic de votre gynéco ou pas. J'ai dit, ok. Donc, il m'examine. Il fait des prélèvements, il me dit bon, s'il y a quoi que ce soit, je vous appelle. Je fais ok. Je pars du gynéco, je prends mon train. J'habitais à Mantes avant, donc le temps que j'arrive à Mantes, j'ai un appel déjà me disant vous êtes disponible demain? Je dis ah bon, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait je ne vais pas vous le dire par téléphone. Faut qu'on se voit demain première heure. J'ai dit ben moi, je suis à 8h30, donc je peux vous voir à 8h30. Je peux arriver dans votre je veux venir vous voir à 8h30. Il me dit 8h15, je serai là. Je dis ok. Donc j'arrive et tout. Ben, j'ai pas dormi. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Oui, et j'arrive et tout. Dans la tête. Ah ouais, mais c'était trop rapide. Il a eu les examens c'était trop rapide pour moi. Donc j'arrive et tout. Et il me dit mais voilà, ça va pas, j'ai eu vos examens, vous avez des lésions, donc faut qu'on vous opère de toute urgence pour les lésions. Je fais ok. Je peux quand? Donc il me dit donc on prend une date d'opération dans la semaine. Donc je me fais opérer en comment on appelle quand on reste pas toute la journée en ambulatoire. Voilà, je me fais opérer en ambulatoire, le soir même je rentre. Le lendemain matin, après l'opération, parce qu'il a examiné les lésions, il a fait des prélèvements, tout ça par rapport aux lésions et tout. Il m'appelle, il me dit ça va pas, faut que pareil, hein, le lendemain matin je vous attends, faut qu'on se voit. Je retourne donc après mon opération ambulatoire, je suis rentrée chez moi, donc le lendemain je retourne voir le gynéco. On se voyait un petit peu trop là. Ouais. Et là il me dit bon écoutez, le diagnostic est clair, net et précis. Vous avez un cancer du col de l'utérus. Il faut vous avez attrapé le papillomavirus le plus violent. Il vous a attaqué violemment et il faut que vous rentriez à l'hôpital de toute urgence. J'ai déjà prévenu mon confrère à l'Institut Gustave Roussy. Il peut vous prendre à partir de la semaine prochaine. Donc, je voyais un peu, ça chamboule toute votre vie. Oui. Et préparez vos affaires. Est-ce que vous pouvez prévenir vos parents? Donc, moi, j'encaisse. Hein. Moi, je suis quelqu'un, j'encaisse. Il voit deux marbre. Là, quand même, non, mais j'encaisse. Hein. Moi, je dis, ok, pas de souci, donnez-moi les papiers et tout. Il me regarde et tout. Sérieux, je dis, oui, donnez-moi, machin. Je sors du gynéco, j'arrive à Saint-Lazare.
je marche, hein, je vais du quai 1 au quai 27. Alors, les gens qui connaissent Saint-Lazare, c'est une grande distance du quai 1 au quai, je marche comme ça. Je réfléchis et tout. Et j'appelle Odette. Je lui dis, bon, voilà, Odette, le diagnostic est tombé. Odette qui éclate en sanglots. Alors, moi, qui éclate pas du tout en sanglots, hein, de marbre et tout, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. Je réalise pas encore. Et elle me dit, t'as appelé ta mère? J'ai dit, connaissant ma mère, je pense que je vais d'abord lui dire par téléphone parce que je pourrais pas l'affronter. En physique. Ma mère est sensible, elle est hyper sensible. Et le fait de lui dire par téléphone, je pourrais pas l'assumer. Donc, je lui dis, bon, j'appelle ma mère et tout. Et je dis, maman, je vais t'envoyer des examens. Ma mère travaille en urgence maternité. Ma mère, beaucoup de gens la connaissent parce qu'elle a fait Baby Boom. C'est l'un des Baby Boom numéro 1. D'accord. Et donc, elle travaille, elle est présidente de l'association des aides-soignantes d'Île-de-France. Et donc, je lui dis, maman, écoute, je vais t'envoyer un diagnostic. Tu demandes à ton confrère de regarder et tu me diras ce qu'il te dit. Elle me dit, ok, pas de souci et tout. Je préférais aller étape par étape parce que je voulais quand même avoir un contre-avis. Donc j'arrive au travail, je vois Odette, tout ça, et je lui dis bon bah je vais à l'époque il y avait le fax, donc j'ai faxé à ma mère mes examens. Oui. Et il s'est avéré que quand ma mère a montré à son collègue l'examen en cachant le nom, hein, bien sûr et tout. Le mec, il lui dit « Oh là là, elle est mal barrée celle-là !» Ma mère tombe dans les pommes. Fait une crise d'angoisse au bureau. Bon, elle est aux urgences, donc ils l'ont prise tout de suite. Donc, voilà. Donc après, elle m'appelle, on pleure, on panique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il sait et tout. Bon, après, son collègue lui explique ce qui se passe. Donc, c'est pas moi qui lui ai expliqué, c'est son collègue qui lui a expliqué ce que j'ai. Donc ma mère m'appelle, bien sûr, donc voilà, et c'est de là que, bon après, elle arrive tout de suite, hein, elle laisse tomber, elle voit plus clair, ma mère, elle voit vert, jaune, et avec mon père, ils viennent à la maison et tout, et donc, ils m'ont, franchement, mes parents excusez-moi, m'ont beaucoup aidé, c'est sur eux que j'ai pris... T'as eu de la force. La force, voilà. Ça n'a pas été facile et c'est là que ils m'ont aidé à faire mes valises et aller à l'hôpital et commencer le lourd traitement qui s'en est suivi. Voilà. D'accord. Donc c'était quand même, ça s'est enchaîné très très vite hein, te concernant. C'est très vite, tout part d'un enseignement et puis en fait les événements s'enchaînent aussi vite et t'as pas le temps de réaliser. On réalise pas et puis j'ai pas le temps aussi, je vivais seule, donc je suis restée très longtemps à l'hôpital, donc les gens s'imaginent pas, mais quand on est à l'hôpital, on n'est pas payé, on est payé par la Sécu. J'ai pas eu le temps de faire les papiers, j'ai eu le temps de rien faire, donc j'ai pas payé mon loyer, j'ai des factures en retard, j'ai eu un problème aussi tout s'est enchaîné. Moi j'ai eu un problème. J'avais traîné à l'époque mon employeur au prud'homme parce que j'ai eu également un problème avec lui parce que mon employeur était en prison. Donc avec la brigade financière, il s'est avéré qu'il était innocent, le pauvre. Et mais en attendant, nous on n'était pas payés, donc j'ai dû le traîner au prud'homme à contre-cœur. Pour que les prud'hommes puissent me payer pour faire mon licenciement. Donc j'avais tout ça en même temps. Et on n'est pas aidé, on n'est pas du tout aidé. Donc je me suis concentrée sur ma guérison. Ouais. J'ai eu, quand je suis sortie, j'ai dû régler les dettes, les machins, les trucs. Sans compter que tu es aussi en phase de rémission également. Ah, mais et donc, ce qui fait que je me suis pas du tout concentrée là-dessus. J'ai pas eu cette phase oui, je vais me reconstruire, j'ai pas eu cette étape-là. Je suis passée direct je me bats à l'hôpital et
je sors et il faut que je trouve du travail, il faut que je paye mes factures, il faut que je paye ici, faut que voilà, je suis passée d'une étape à une autre. D'accord. Aujourd'hui, en fait, tu soulèves un sujet, c'est de l'accompagnement du malade. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu m'as dit en off que c'était quand même il y a plus d'une dizaine d'années, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'il y a de plus en plus de structures ou un accompagnement envers les malades, surtout sur l'aspect administratif, personnel ou psychologique, enfin sur toutes les sphères qui composent la personne, est-ce qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'accompagnement ou de structures qui aident les malades? Je vais pas dire parce que c'était en 2005-2006, hein, je vais pas dire qu'en 2005-2006, il n'y avait pas d'accompagnement. Je ne les connaissais pas. Et donc, j'ai pas pu faire appel à ces structures parce que je ne les connaissais pas. Et il faut dire aussi que quand je suis arrivée dans le service de gynécologie à l'Institut Gustave Roussy, ils ont été géniaux. C'était franchement, j'ai été prise en charge psychologiquement. Le personnel était vraiment génial. J'étais la plus jeune. Parce qu'en général, les femmes qui ont un cancer du col de l'utérus, elles l'ont vers 50 ans, 40-50 ans. Et moi, je l'ai eu à 24-25 ans. Donc, je l'ai eu très jeune. Donc, j'étais la plus jeune du service et donc, je pense qu'ils n'ont pas été... ils n'étaient pas habitués à voir une personne aussi jeune. Donc, j'ai pas pu faire appel à des structures parce que je ne les connaissais pas, tout simplement. Et je pense que c'est ça le bémol, le truc, voilà, le bémol, c'est que quand on arrive, si les structures ne viennent pas vers les malades, déjà on ne pense pas aller vers elles, on ne pense pas du tout. Et surtout, il n'y a pas d'endroit où il faut vraiment faire une recherche. Par exemple, aller sur Internet, faire des recherches. Et moi, je n'ai pas pris de photo, par exemple, de quand j'étais à l'hôpital. Je n'ai aucune photo, aucune vidéo. J'ai pas eu ce réflexe, ni même cette envie d'immortaliser ce moment et j'allais pas sur Internet, rien. Je faisais rien. J'étais juste sur mon lit, je lisais des livres. Et je regardais la télé, je voulais que ça passe en fait. Ouais. Ça passe, voilà. Tout à fait. Concernant, du coup, suite au diagnostic, donc tu as été prise en charge par l'hôpital. Comment s'est passé ton traitement? Comment tu l'as vécu? Je sais pas trop comment je l'ai... Je sais pas, j'ai eu une phase très difficile quand j'ai eu la phase de curithérapie. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une curithérapie, c'est une chimio, une sorte de... En fait, on met des ondes, mais dans une zone très restreinte. Et donc, comme j'avais le cancer du col de l'utérus, il faut qu'on ait à l'image, je suis allongée, H24 sur le dos, j'ai pas le droit de me lever. Oula. Et j'ai un appareil qui est branché à l'intérieur, H24. Et je ne peux pas bouger. Et j'ai une couverture qui cache mon intimité. Ouais. Donc je suis comme ça, 24 heures sur 24. Et donc, c'est une personne qui vient vous laver et tout, qui vient vous piquer pour pas que vous ayez des engourdissements, qui viennent vous masser les jambes et tout. Et c'était la période la plus difficile parce que j'avais beaucoup de calmants et j'avais beaucoup d'hallucinations. Voilà. Des effets, ça fait partie des effets secondaires du traitement? Je ne sais pas si c'est dû aux effets. Moi, je suis croyante. Donc, vous direz à une croyante que ça fait partie du traitement, elle vous dira non. Pour moi, non. Parce que je voyais un esprit, en fait, qui était là, à la porte. Il y a que 2-3 personnes à qui j'avais expliqué ça dans ma famille. Donc, ma mère, je crois qu'elle n'est pas au courant. Donc, si elle voit le truc, elle va être un peu chamboulée. Mais j'avais
une personne au niveau de la porte que je voyais, que j'ai vu pendant 3-4 jours. Hein, D'affilée. D'affilée. Et je voyais la personne me regarder, me guetter. Et j'arrivais pas à dormir, donc je regardais comme ça. Je voyais pas le visage et je voyais. Donc c'était la période la plus difficile, la plus sombre auquel j'ai vécu. Ah, on a quelques petits soucis. Il y a une petite coupure. Il y a une petite coupure. Là, je peux reprendre. Ouais. C'était la période la plus difficile. Ouais. Ça a été ça, en fait. La période où j'ai eu la période de curithérapie. Curithérapie, chimiothérapie, c'était la plus difficile. D'accord, ok. Donc, du coup, en fait, tu as eu cette difficulté-là, autant mentale, physique et même spirituelle, en fait. Il y a cette dimension-là que tu nous évoques. On parle du cancer du col de l'utérus, hein, qui fait partie aussi de ces cancers gynécologiques au même titre que le cancer du sein. Il y a un sujet qui y revient, je pense que tu as dû te questionner sur ce point-là à 24 ans, c'est de se dire je suis atteint du cancer du col de l'utérus. Ça reste une zone féminine qui définit notre féminité. L'utérus, c'est vraiment la zone qui concerne la progéniture. Est-ce que tu t'es posé ces questions-là du fait, j'ai 24 ans, j'ai peut-être pas encore d'enfant, je suppose à ce moment-là, est-ce que je vais en avoir? Quel a été ton rapport vis-à-vis de ta féminité, hein, au sens large, et surtout cet aspect maternité? J'ai préféré ne pas y penser. C'est peut-être facile. J'ai peut-être fait la facilité, mais c'était une période où j'ai préféré d'abord me concentrer sur ma guérison. D'accord. Et parce que je suis quelqu'un, il faut que je reste focus sur quelque chose pour m'agripper à ça, voilà. Ça. Ouais. Ah, on a quelques coupures de nouveau. Ah. Oui. Ouais. Donc j'ai préféré m'agripper à cette petite bouée et il y a un psychologue qui est venu, hein, ça n'a servi à rien parce que je suis quelqu'un, j'arrive à me guérir seule. J'ai pas besoin de... Voilà. À te faire ce auto-travail, en fait, ce travail sur toi-même pour être aussi combattante dans cette période. C'est ça. D'accord. D'accord. Et du coup, quand même, tu m'as annoncé quand même quelques bonnes nouvelles en me disant que tu es maman aujourd'hui et tu as fait ta vie. Alors, voilà, je disais, tu es maman aujourd'hui, tu es une femme accomplie, hein, tant sur l'aspect maternité, sentimentale également, et aussi sur le plan professionnel. Donc, il y a quand même de bonnes choses. Aujourd'hui, quel est ton regard vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la partie santé? Quel est aujourd'hui, si tu dois te définir, Jessica, quel est aujourd'hui ton regard? Mon regard, je suis une femme, j'ai enfin trouvé mon équilibre mental, mon équilibre. Je pense que le fait d'avoir passé le cap 40 ans m'a énormément aidée parce que je me sens bien dans mon corps déjà, même si j'ai pris énormément de kilos. Bon, alors, c'est le propre de nous toutes, hein. À un moment donné, ça grimpe, mais tu restes en soi une très belle femme, je tiens à te dire. Merci, parce que je suis sortie de l'hôpital, je faisais 55 kilos, mannequin, Barbie, tout, allez, toute fine et tout. Et là, je dépasse, je ne veux pas dire le poids, mais c'est énorme. Donc, mais au-delà de ça, le paradoxe, c'est que maintenant, je suis bien. Je me sens bien, je me sens belle, je me sens femme, je me sens épanouie.
Et voilà, c'est ça en fait. J'ai trouvé mon équilibre. Et j'ai mis du temps, hein. Ça a mis beaucoup de temps quand même. Et j'ai enfin cette confiance en moi pas eue pendant des années, je l'ai enfin acquis. Et voilà, c'était ça. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. D'accord. Un sujet qui nous concerne. Toi et moi, on est issus de la communauté africaine. Aujourd'hui, c'est vrai que le sujet de la maladie, notamment du cancer, bon là on est sur le mois du cancer du sein, mais je veux élargir un petit peu en parlant du cancer au sens général. C'est quelque chose qui est très très tabou encore. Personne n'ose en parler, en tout cas les personnes qui sont passées par là n'ont pas cette facilité de pouvoir en parler et il n'y a pas d'échange. Aujourd'hui, penses-tu que les choses ont-elles évolué ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir faciliter la communication entre afro-descendants et afro tout court? En fait, il faut savoir que la communauté afro est très pudique. Et c'est cette pudeur qui fait qu'on n'a pas envie d'exposer nos malheurs à la vue de tous. Il y a aussi une partie une certaine honte, une certaine gêne. Je vois, j'ai mis 15 ans à dire ouvertement que j'ai eu un cancer. Beaucoup de gens de mon entourage ne sont pas au courant. Donc, il y a quand même une honte. Et je pense qu'il y a ce travail, en fait. C'est pas une honte. Le cancer, on ne le choisit pas. C'est pas. Il arrive soudainement. Il surgit de nulle part. Il ne prévient pas. C'est pas dû à un mauvais comportement. C'est pas dû à parce qu'on a fauté quelque part. C'est parce que non, ou parce qu'on a péché ou quoi, que ça n'a absolument rien à voir. Et je pense qu'il y a tout ce travail à faire au niveau de notre communauté pour retirer pour cette honte, et également un travail à faire pour que les femmes puissent diminuer cette pudeur. Voilà, diminuer cette pudeur, parce qu'en diminuant cette pudeur, en parlant aux autres, elles auront peut-être une aide auquel elles n'auraient pas pensé. Parce que on se dit oui, mais si on dit nos faiblesses aux gens, mais peut-être que les gens, ils vont nous apporter une aide qu'on pourrait. Parce que mine de rien, moi, je sais que j'ai énormément épuisé mes parents. Ils étaient là tous les jours. Ma mère sortait des urgences. Elle travaille aux urgences, elle sort du travail, elle arrive. C'est-à-dire, elle prend une douche, hop, elle revient. Des fois, elle a récupéré mon père pour venir jusqu'à... Parce que Institut Gustave Roussy, c'est à Villejuif. Mes parents habitaient Mantes. Donc, de Mantes à Villejuif, c'est énorme. Et mes parents faisaient ça tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est vraiment un vrai travail à faire pour dire aux femmes, n'ayez pas honte. Parlez-en et votre famille va vous apporter de l'amour et du soutien dont vous avez besoin, parce que c'est un moment où on a besoin de beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Ouais, j'imagine, et en tout cas à travers ton témoignage, on sent l'amour de tes parents qui t'ont aidé justement à vivre cette étape. Pour clôturer notre entretien, juste un mot par rapport à ce mois du cancer du sein, mais dans le sens général aussi, quel est le message que tu souhaiterais, toi, en tant que Jessica, qu'est-ce que tu souhaiterais délivrer comme message? Un message de force et de courage à toutes celles qui traversent cette étape très difficile. Parce que je sais que le cancer du sein, ça atteint non seulement la féminité, mais le côté physique de la féminité. Donc, et toutes celles qui traversent tous les autres cancers également, parce qu'il n'y a pas c'est psychologiquement, physiquement très, très difficile. Donc, je vous donne énormément de force et de courage. Il faut, et comme disent les médecins, c'est énormément
psychologique. Il faut absolument ne pas se laisser abattre. Restez combative. Battez-vous. Ne lâchez pas. Allez de l'avant. Ayez un objectif d'avenir. Voyez de l'avant. Ne restez pas concentré sur la maladie. Donnez-vous des objectifs. Ayez comment dire, oh, je perds mes mots. Voyez loin. Voyez loin. D'avoir voilà, des outils de vie. Et surtout, ne lâchez pas. Je vous donne énormément de courage. Et surtout, aussi aux personnes qui accompagnent. Parce qu'on les oublie souvent, mais accompagner une personne dans la maladie, c'est très, très difficile parce que souvent, on se sent démuni, on se sent impuissant, on voit la personne souffrir, on a mal, on se dit mais comment est-ce que je peux l'aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais sachez que rien que le fait d'être là, vous donnez, de vous voir, parce que quand on ouvre les yeux, on vous voit, mais la force que vous donnez, la force, donc vous ne pouvez pas vous imaginer, donc allez-y, voir, continuez, franchement, et bravo pour ce que vous faites, continuez à être en soutien à toutes ces personnes qu'on a besoin. Franchement, les accompagnateurs, les visites et tout, bravo et continuez. En tout cas, merci Jessica de m'avoir accordé ce temps, de m'avoir partagé ton témoignage qui est plein d'émotions. En tout cas, moi, ça m'a pris aux tripes, vraiment. Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'en parler, de partager et d'avoir même ouvert ton cœur sur certains sujets qui n'étaient peut-être pas forcément prévus. Mais en tout cas, merci Jessica. Continue à être cette femme combattante. Ne lâche rien également. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.